Bonjour à tous. Merci à Sport Unlimited de m'avoir invité. Merci à Jean-Marc, sinon je ne serais pas là. Ça fait bizarre d'être dans un vestiaire. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, en avril 2021. Alors, le fameux top 10 en Coupe du Monde, pour moi, c'est ma plus belle compétition. Au-delà de la médaille ou de la victoire, je revenais de l'enfer et vous allez comprendre pourquoi. Même si après j'arrête ma carrière, c'était ma plus belle compétition. Donc j'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans. J'ai depuis tout jeune performé. J'ai été champion de France dans les catégories jeunes à 14 ans. Et derrière, on rentre dans le système fédéral. Donc j'ai intégré le Pôle France, l'INSEP et compagnie. Et j'ai vécu de beaux moments de partage, de belles rencontres, d'apprentissage, d'échecs. Et tout ça, pour moi, le sport fait ce que je suis aujourd'hui. On voit les Jeux Olympiques quand on gagne, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Et ma carrière a été rythmée de blessures. J'ai été opéré du poignet 2 fois, de la hanche, du genou, au-delà des claquages, des déchirures, etc. J'ai pas mal galéré, mais je suis content d'être là. Je suis content d'être avec vous. J'ai intégré l'INSEP en 2012, et pour moi, ma carrière part vraiment de là, où, à l'époque, on était en course olympique. Alors moi, j'étais vraiment jeune et je n'espérais pas participer aux Jeux de Londres, mais j'ai quand même joué mes chances, et j'ai donné pas mal de fiers en retour de toute l'équipe et au niveau international aussi. Et j'ai compris que j'avais vraiment un potentiel pour un jour participer aux Jeux. Et à côté de ça, je faisais des études, je m'entraînais, j'avais des performances. J'ai fait des podiums du monde, j'ai gagné les championnats de France plusieurs fois, même par équipe. Mais je n'ai jamais pu m'exprimer pleinement. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que je fasse un choix et m'investir à 100% dans l'escrime. Et donc du coup, en 2017, je fais le choix d'arrêter de bosser, d'arrêter de faire mes études à côté et de m'investir à 100% sur l'escrime pour avoir de meilleures performances. Et ça paye vite. Je fais podium, je fais un quart de finale, je deviens champion d'Europe. Et j'ai une grosse blessure en Colombie sur une compétition d'escrime où je fais une attaque. Et c'est un sol comme ça. Mon pied dérape et je me fais ligament croisé antérieur, postérieur, ménisque, fracture plateau-tibiale. On m'a refait le genou. Je me fais opérer dans une clinique réputée, je ne vais pas la citer, et ça se passe mal. Je chope une infection nosocomiale. Je suis en centre de rééducation à Cap-Breton quand l'infection se développe. Du coup, pareil, là aussi, c'était très compliqué. Et mon médecin fédéral, je l'appelle, je crois un lundi soir à 22h. Et le lendemain, à 9h, je suis au bloc opératoire. Et on essaye de sauver ma jambe. Ils ont réussi, je suis debout, ça va. Sauf qu'après cette opération-là, on me dit que je fais une septicémie aiguë, donc une infection du sang assez compliquée. Et je reste pas mal de temps en intraveineuse, à l'hôpital. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe à ce moment-là, puisque tu te dis, écoute, ok, j'ai mal, mais je vais bien, je suis en vie, je rigole, je parle. Il n'y a pas de problème particulier. Sauf que je ressors de là, j'ai moins 12 kilos. Alors je suis grand, je fais 2,02 m. Porter mon corps, c'était compliqué. J'avais mal aux articulations, j'avais mal au dos, mal aux genoux. Du coup, j'étais en fauteuil roulant pendant pas mal de temps. J'ai mis 19 mois avant de pouvoir refaire du sport. Et j'ai compris plein de choses. J'ai compris que le sport, c'était pas toute ma vie, qu'à côté de ça, on pouvait mettre en place certaines choses. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en place.
J'ai réalisé pendant pas mal d'années un stage en Guyane qui s'appelait à l'époque la Touche Bonheur. Et donc je faisais venir des champions d'escrime, des grands champions d'escrime pour partager, pour donner des pistes aux jeunes Guyanais à l'époque. Notamment aujourd'hui ça paye encore, on en a 2 qui sont en équipe de France jeune. Et moi je suis fier de tout ça, je suis fier d'avoir apporté ça à la jeunesse guyanaise. À l'époque je me disais même s'il y en a un qui réussit, bah, c'est gagné, c'est un projet qui aura abouti. Il y en a eu plusieurs, donc c'est tout bénef. Voilà, j'ai adoré l'escrime. Je suis encore l'escrime de loin, hein, d'accord. Je suis les résultats des copains. J'ai un bon copain qui est champion olympique et que j'ai aidé à structurer au travers de ses sponsors et de le mettre en relation avec les bonnes personnes. Et ça me tenait à cœur. Raconter mon histoire, c'est pas facile, hein, ça. Plus devant du monde que je connais pas. c'est jamais évident. Le sport, c'est riche. J'ai voyagé, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pu faire si j'étais pas sportif de haut niveau. J'ai gagné, j'ai perdu. Alors on perd, à part si on s'appelle Federer, Nadal ou ce genre de figure-là, mais on perd plus de fois que ce qu'on gagne. Et j'ai énormément perdu, mais avec le sourire. Donc tu te remets en question, ça fait mal au crâne, etc. Mais tu retrouves toujours la ressource nécessaire pour repartir au charbon et essayer de gagner. Et cette maladie nosocomiale, surtout cette septicémie, m'a fait comprendre ça. Que toutes les compétences que j'avais mises en place, ça aurait pu me servir dans ma vie future, ma vie professionnelle. Faut savoir qu'à l'escrime, il n'y a pas beaucoup d'argent. On est très peu à être professionnel et à en vivre. Et donc à l'époque, je devais avoir 18 ans, 20 ans, je me payais mes billets d'avion. À l'époque, j'avais un club qui était en Aveyron, Rodez. Donc je me payais mes billets d'avion pour aller négocier avec la mission locale, les collectivités, etc., pour aller chercher de l'argent pour vivre de ma passion. Et une petite anecdote, je fais tout ça à l'époque. J'utilise les sous que je n'ai pas, d'accord, à l'époque, pour aller chercher un contrat. Et le jour de la signature, on me dit, ça sera ton collègue qui va en bénéficier. Je dis, attends, un collègue va bénéficier de tout ce que j'ai mis en place, des rencontres que j'ai faites. Non, ça ne va pas être possible. Et donc, l'entraîneur et le président à l'époque pensaient que j'allais accepter ça, sauf que malheureusement pour eux, 3 jours après, il y avait les championnats de France, et on était champion de France en titre. Alors j'ai dit, écoute, c'est clair, je ne tirerai pas, je ne vais pas combattre avec vous pour le championnat de France. Et avec le recul, c'était la meilleure des choses à faire, même si à l'époque on me disait, mais tu te permets beaucoup de choses. Le lendemain, je signais ce contrat-là avec le mec en question, et c'était toute une histoire de budget. Mais voilà, je me suis toujours battu pour avoir ce que je voulais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu ma petite carrière. Alors peu importe, hein. J'ai gagné une Coupe du Monde en Suisse, en Argentine. Voilà, j'ai gagné 3 fois les championnats de France. On a gagné les championnats d'Europe, la Champions League par équipe. On a fait pas mal de petites choses et je suis fier d'avoir participé à tout ça. Aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai arrêté l'escrime, j'ai monté une boîte, je fais des combinaisons d'électrostimulation. C'est génial parce que tout ce dont pourquoi je me suis battu à l'époque, aujourd'hui je me bats dans ma boîte à les mettre en place. Pareil, dans le sport, il y a des injustices. Tu fais des performances, tu n'es pas forcément sélectionné pour les performances que tu as réalisées et tu ne comprends pas. Et j'ai été confronté à ça. Donc, il faut être le numéro 1. Et dans ma boîte, aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte qu'on progresse comme ça.
Voilà, ma plus belle victoire, c'est mon après-carrière. Je vous disais, je vous parlais de cette Coupe du Monde où je fais 10e, c'était à Vancouver. Pourquoi? Parce que je mets 19 mois avant de remarcher, avant de refaire du sport. Et on me sélectionne sur les Coupes du Monde, alors que ça faisait pratiquement 2 ans que je n'avais pas participé, j'avais pas pris part à une compétition. Et le mec, il me fait confiance, le sélectionneur me fait confiance. Tu fais 10e sur 200, 280. Je me dis, wow, top. Il y a quelque chose à jouer. Et ça, c'était en février 2020. J'ai repris l'escrime en janvier 2020. Donc un mois plus tard, je fais 10e en Coupe du Monde. Et je me dis, mais tu as encore tes chances pour les Jeux de Tokyo. Il restait 4 épreuves. Je me sentais, j'avais tellement envie, je me sentais en capacité de gagner une Coupe du Monde. Si tu gagnes une Coupe du Monde à ce moment de la saison, tu sais que tu as de grandes chances de participer aux Jeux. J'ai la confiance de cette première épreuve de Coupe du Monde. Physiquement, j'étais au top, parce que tu bosses. Franchement, je bossais en rééducation de 9h du matin à 18h le soir. Bon, pause le midi pour déjeuner, mais ma vie était consacrée à ma rééducation. Et le Covid arrive. Le Covid arrive, je me rappelle de ça, j'étais à Budapest le 11 mars 2020 et on nous dit faut rentrer. Faut rentrer en France. Et là, je me dis, ouais, non, on va s'entretenir à la maison, ça va pas durer longtemps. Et du coup, vous connaissez l'étape du Covid. Donc, on a été confinés. Et là, je me suis dit, mais no way, je repars pas dans cette galère d'entraînement. J'avais plus envie. J'avais tellement sacrifié pour essayer de remarcher déjà à l'époque. J'ai tellement sacrifié et derrière le Covid arrive et pareil. Donc du coup tu fais pas de sport, de nouveau des douleurs articulaires. J'ai mal au genou comme jamais. La tête, tu te dis putain qu'est-ce que je vais me faire chier, pardon du terme. Aller m'entraîner, finir à 22h, rentrer chez toi, t'as mal au dos. J'ai dit ouais non. Du coup, j'ai fait plein de choses, j'ai fait un jardin, je me suis amusé à faire du bricolage, je me suis découvert des talents incroyables. Sorti du confinement, il y a eu l'été, je suis parti au chaud. Septembre arrive, qu'est-ce que je fais? Je reprends l'INSEP, je reprends pas l'INSEP. Les jeux, à l'époque, on ne savait même pas s'il allait avoir les jeux en l'été 2021. Je me dis, non, on attend, donc j'ai attendu. Les jeux sont tombés, je crois, de mémoire en octobre. On a eu confirmation qu'il y aurait eu les jeux. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Sauf que là, problématique, la Fédération internationale n'avait aucun organisateur pour organiser des épreuves de Coupe du Monde pour se qualifier aux Jeux. J'ai fait une pause de mois et j'ai refait un autre jardin. Je m'amusais comme ça et ça me permettait, moi, de garder la forme physiquement parce que j'ai tout fait pelle brouette, j'ai fait venir 20 tonnes de terre, des gravats, etc. Et ça m'a entretenu jusqu'à ce que le calendrier tombe. Et là, je retourne à la maison, à Paris, et je m'investis dans ce projet. Sauf que la compétition, ça sera en Russie, et les sélections vont se faire sur un one-shot. J'ai pas envie de refaire de la compète, mais je me dis, écoute, t'as bossé toute ta vie depuis l'âge de 14 ans où t'as gagné ta première médaille sur les championnats de France. Sur une compétition, tu peux te sélectionner pour les Jeux. Alors j'y suis allé à 200%, mais j'avais pas la tête. J'avais pas la tête et j'y vais. T'arrives en Russie, c'est à Kazan, il faisait froid. Encore un hôtel, et pareil, dans ce milieu-là, quand tu arrives, c'est génial, tu découvres, tu fais des hôtels de dingue, tu fréquentes des palaces, etc. C'est top au début. À la fin, j'en pouvais plus. Tu pars une semaine à droite, une semaine à gauche, et tu te dis, j'ai envie d'être chez moi, posé, et qu'on arrête de me dire, lève-toi, va faire ci, va courir, etc. Donc du coup, je me dis, c'est la dernière de ta carrière peut-être, ou l'avant-dernière, parce qu'il y aurait peut-être les Jeux. Et ce jour-là,
ma tête se remet dans le droit chemin et j'ai envie de tout défoncer. Alors, il faut savoir que, avant que je me blesse, j'aurais dû être, il me semble, dans les 16 premiers mondiaux. Puisque je suis sélectionné pour les championnats d'Europe, championnats du monde. Blessure, je ne peux pas participer, mais juste le fait de participer m'aurait permis d'avoir les points nécessaires. Donc, je reviens à Vancouver en 2020. Les points ont été conservés. Donc, pour Kazan, je dois être peut-être 320 mondial, un truc du genre. Donc, tu pars sur le fond du classement. Donc, il y a des tours préliminaires. Un peu comme au tennis, avant les tournois du Grand Chelem, on a une pré-qualif. Donc, moi, je me tape ça. Et je gagne tout pour entrer dans le tableau principal. Et là, je rencontre un Belge, et je me rappelle, en 2017, il était jeune à l'époque, et je lui disais, ah ouais, non, toi, t'as un beau potentiel et tout, c'est pas mal, t'as une belle escrime. Loyola, il s'appelle. Et je me retrouve avec lui en tableau de 64, à Kazan. Et le match, je l'ai en main, de A à Z. Je crois que je mène 10, ça va en 15 points. Je dois mener 10-2 ou 10-3, un truc du genre. Et je me sens tellement bien que je me dis, rien ne peut m'arriver. Il doit rester peut-être 1 minute de match, et le match, il m'échappe, et je ne comprends pas ce qui se passe. Je perds d'une touche à la mort subite. Tu t'assois, tu analyses rapidement ce qui se passe, et tu comprends que c'est la fin. Étonnamment, j'étais heureux de finir comme ça, sans regret, sans amertume. J'ai donné. Ce match-là, je l'ai vécu à 100%. Avec le recul, quand j'ai analysé, j'ai compris que je n'avais plus la tête à tenir ce niveau d'intensité, parce qu'on parle de haut niveau, même de très haut niveau, je n'avais plus la tête à tenir cette intensité de match. Tu ressors de là, tu as perdu 10 kilos, tu te fais masser, c'est même pas efficace, tu fais des bains froids, ça commence à passer, et je me dis, mais top. Donc tous les copains, ils viennent comme si c'était la fin du monde, mais non, c'était mon nouveau départ. Et mon nouveau départ, j'ai créé une famille, j'ai fondé ma famille. J'ai eu un fils, il a 6 mois aujourd'hui, le 17, il est né le 16 septembre, aujourd'hui il a 6 mois. Je vais me marier, j'ai une boîte qui tourne, je suis le plus heureux de mon monde. Et je remercie l'escrime de m'avoir apporté tout ça. Voilà pour ma petite histoire. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. J'ai le micro, si vous avez des questions. Merci pour ton honnêteté, Jonathan, et pour ta sincérité. Tu parles de ton aventure de blessure. On sent que c'est encore un petit peu, certains mots restent coincés dans la gorge. Je ne sais pas si c'est complètement digéré, mais aujourd'hui tu travailles tu as monté ta boîte qui permet aussi de participer à la rééducation, à la remusculation. C'est pas un hasard. Pas du tout, c'est pas un hasard. Exactement. Pourquoi c'est pas un hasard? Parce que pendant ces 19 mois où j'avais mal partout, t'as beau faire tous les soins nécessaires, ça fonctionnait pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on te dit de prendre une barre de muscu, mais t'as mal aux articulations. Et à l'époque, j'avais investi dans une machine d'électrostimulation. Et c'est grâce à ça où j'ai pu retrouver de la masse musculaire sur toute la chaîne dorsale, etc. Mais surtout au niveau de mon quadriceps. Sans exagérer, mon quadriceps, c'était un cure-dent. Je ne pouvais pas lever la jambe comme je le fais aujourd'hui. Et cette machine-là, à l'époque, m'a permis de me restructurer musculairement.
Euh, et ma boîte est partie de cet enfer que j'ai traversé, où je voulais faire du spécifique avec cette machine, mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait des câbles de partout. Alors je me branchais à l'appareil qui est relié à une prise électrique et je faisais des marches et des retraites. Et je sentais que sur ces marches et ces retraites, au niveau de ma posture du gainage, ça me portait, ça me tenait en équilibre. Au niveau de mes fibres, pareil, je sentais que ça travaillait. Donc ouais, j'ai voulu développer une combinaison sur ce que j'ai vécu par rapport à ma réathlétisation. Et effectivement, c'est du sport et de la santé. Donc aujourd'hui, j'accompagne des athlètes qui font qui sont valides. J'accompagne des athlètes, des handisports. On est sur des EHPAD pour les vieux, parce que de mon histoire, musculairement, ça m'a apporté, mais pour les personnes âgées, je me suis toujours dit, ma grand-mère, ça pourrait lui apporter énormément. Donc, en termes de tonicité musculaire, voilà, ça nous redonne cette tonicité musculaire. Les personnes âgées, du coup, vont regagner en motricité, etc. Donc, sur l'aspect santé, voilà ce que ça peut apporter. Et sur le sportif de haut niveau, pareil, on accompagne pas mal d'athlètes de haut niveau qui l'utilisent sur du spécifique pour régler des problèmes de gainage, d'équilibre. Et dans tous les sports, le gainage est important. Donc effectivement, ouais, mon histoire m'a permis aujourd'hui de créer ma boîte et de vivre un peu dans le sport quand même. Un peu dans le sport, puisque là, je suis tombé fan d'un mec qui a fait la traversée en Guadeloupe sans assistance. Il a mis 72 heures à le faire. Et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je lui ai écrit direct, et pareil, là, je vais l'accompagner avec mon matériel. Lui, plus pour de la récupération pendant ses heures de course, quand tu fais des défis comme ça. Donc ouais, ça sert vraiment à tout le monde. Mon histoire est partie sur ça, ouais. Vous avez d'autres questions pour Jonathan? On va circuler le micro. On a partagé un petit moment tout à l'heure ensemble. Tu dis j'ai trouvé ma voie, mais est-ce que tout athlète de toute façon n'est pas un entrepreneur? Tu n'as pas trouvé ta voie, finalement tu as été ce que tu es depuis le départ, non? Je suis acteur de mon projet. Tu as raison, un sportif de haut niveau est acteur de son projet, mais, et c'est là où ça intervient le mais, tu es guidé. Quand tu es athlète, tu es guidé, tu as un préparateur physique qui va concevoir tes séances de physique. Alors même si toi, tu donnes ton ressenti, mais tu as ton entraîneur, moi, mon maître d'armes, qui me faisait le spécifique escrime, c'est lui qui faisait les séances, c'est lui qui gérait la charge de travail. Donc, tu es peut-être acteur, mais tu ne maîtrises pas toutes les cartes. En tout cas, dans mon domaine, tu ne maîtrisais pas toutes les cartes. Merci Jonathan pour ton témoignage. Moi, j'aurais voulu savoir si quand tu étais actif en termes de sport, tu aurais pu commencer déjà à initier quelque chose de professionnel à côté et savoir dans quelle mesure tu penses que ça aurait pu t'aider à continuer malgré tout ton sport parce que tu savais que tu avais initié quelque chose à côté. Je comprends ta question. Bien sûr, puisque je pense que si j'avais structuré, et c'est là encore l'importance de l'entourage, si par exemple j'avais structuré cette boîte-là bien avant, je ne sais pas si ça aurait été possible, puisque je n'ai pas vécu la galère que j'ai vécue. Donc ta question, je la comprends, mais c'est difficile d'y répondre, puisque mon histoire vient d'une grosse galère. Alors je vais peut-être reformuler. Est-ce que quand tu étais blessé et dans le dur, physiquement du moins, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à initier
ta reconversion, ou est-ce que tu as attendu finalement l'arrêt vraiment de ton sport pour commencer à initier quelque chose? Non, c'est quand je suis blessé que je galère, que ouais, je comprends qu'il faut vite passer à autre chose, parce que je vais arrêter, tu n'auras plus rentré d'argent, tu as des apparts à payer, faut que tu manges, etc. Donc c'est à ce moment-là, clairement, que je passe à autre chose. J'ai compris qu'il fallait prévoir vraiment quelque chose à côté de l'escrime, pour être structuré, en fait, pour être mieux structuré. Et puis honnêtement, au-delà de la tête, parce que ça se travaille la tête, donc tu peux repartir, tu peux bosser, c'est comme un entraînement physique, tu peux bosser ta tête pour repartir, mais physiquement ton corps dit stop. Donc même si j'ai aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas reprendre. Ben, je vais te dire un truc, j'ai prévu de faire les championnats de France division 3 d'escrime. Bon, par équipe, mais j'ai prévu de les faire. Donc j'ai été 2 fois dans une salle d'escrime. Eh ben, je peux te dire, Joe, que c'est dur. Ne serait-ce que retoucher une épée, j'ai sorti mes vieilles épées qui étaient dans la cave, ressortir les épées, tu te dis, bon, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Il est 19h, ça commence à 19h15, t'es toujours à la maison. Bon, allez, j'y vais. Parce que je me suis engagé. C'est parce que je me suis engagé que j'y suis allé. Mais non, t'as pas envie. Je prends plus plaisir aujourd'hui et j'attends ça. Chaque semaine, j'attends ma séance de padel. Je vais chaque semaine jouer et franchement, j'y vais avec la banane. L'escrime, là, j'y étais il y a 2 jours. C'est un frein. Parce que physiquement, je sais que l'effort que ça me coûte. Et le ressenti, c'est que tu fais les efforts à moitié, tu te prends des coups, tu perds, et tu te dis, mais en fait, c'est tellement simple, mais j'ai tellement pas envie de faire l'effort nécessaire pour me faire mal aux jambes qui me brûlent, que tu laisses tomber l'action, en fait. Tu te dis, bon, allez, ça sert à rien. Et pour moi, ayant gagné de l'argent, ma vie sur ça, c'est une passion, mais j'ai tellement donné que ça m'énerve de perdre ou de prendre des touches nulles. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien. Moi, Jonathan, j'ai une question. Bon, on a bien compris la capacité de résilience d'un sportif et d'un sportif de haut niveau. Je pense que là, tu l'as bien exprimé. Moi, j'ai une question. Comment tu t'es fait accompagner dans le côté entrepreneurial, c'est-à-dire pour monter ton entreprise? Est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que, voilà, parce qu'on a bien compris que tu as monté l'entreprise. Aujourd'hui, comment tu t'es fait accompagner là-dessus? Où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, nombre d'employés, voilà, si tu as un peu d'informations là-dessus. On a bien compris que tu étais directeur commercial aussi de la future académie de Joe de paddle. Ça, on a bien compris aussi. Ambassadeur aussi. Je viendrai. Ouais, voilà, la marque de ta boîte, on ait un peu plus d'informations là-dessus aussi. Alors, merci. Ma boîte s'appelle Sportec France. Comment je l'ai monté ma boîte? Je ne me suis pas fait accompagner. J'ai tout fait de A à Z. Parce que j'y croyais tellement que je savais que ça allait marcher. Et il n'y a pas plus convaincant que celui qui porte le projet de A à Z. Mais c'est pas simple. Parce que tu pars par un parcours du combattant, tu n'as même pas commencé à gagner de l'argent quand on te demande de payer déjà des choses. C'est pas simple. On est une petite équipe, 4, avec moi 5. Tu peux me répéter ta question? T'en es où actuellement? Est-ce que tu es sur des levées de fonds? Est-ce que est-ce que tu as développé un marché uniquement français? Voilà. Alors, pas de levée de fonds, je maîtrise tout de A à Z. Le marché, il est national. Donc, on est sur toute la France, on rayonne sur toute la France. Beaucoup de professionnels, beaucoup de particuliers. Et voilà, le but de la boîte, par rapport à mon histoire,
c'était de rendre l'électrostimulation accessible à tous. Tu vas dans un studio d'électrostimulation, tu vas payer 40 € la séance. D'accord ? Pour monsieur et madame tout le monde, c'est compliqué. Et du coup, ils sont sur des formats à deux séances par semaine, donc ça te fait déjà 80 balles. Donc nous, pour le rendre accessible à monsieur et madame tout le monde, effectivement, il faut de l'argent. Donc les investissements, je les ai faits. Et on a un format pour monsieur et madame tout le monde, en illimité, qui commence à 49 € par mois. Et tu peux en faire autant de fois que tu veux. Tu vas retrouver tous les protocoles que tu as certainement connus avec ton, je ne vais pas citer la marque, mais tes électrodes que tu poses sur ta cuisse, antidouleur, décontractant. Nous, on va reprendre tout ça dans notre combinaison et tu pourras le faire devant ta télé, etc. Voilà, on est une équipe. Ta vision, quel est ton objectif ? Ton futur objectif, puisque tu es un sportif de haut niveau, ancien. Bien sûr. C'est quoi ton... Tu vas aller où là ? Dis-nous. Je vais aller à l'international. Bien entendu, on sait par quoi ça passe. Il faudra refaire des investissements. Aujourd'hui, l'objectif sur cette deuxième année, c'est de faire 1,5 million de CA. Donc voilà, on se développe. On est une petite équipe. Je discutais. C'est Johan, ton prénom ? Je discutais avec Johan sur la table et d'autres. Moi, mes gars, ils bossent à la maison. Du moment que le boulot est fait et que ça répond aux chiffres, ça me va, je ne suis pas chiant là-dessus. On se voit quand même une fois par mois pour analyser ce qui va pas, et surtout à la fin ce qui va. Et voilà, moi j'accentue vraiment sur le positif. Et donc si on a trouvé un marché, par exemple le marché des EHPAD, qui fonctionne très bien, ils l'ont très bien intégré, là on est dessus à fond, à 100%. Donc voilà, au-delà du sportif de haut niveau, et même du sportif, je vais l'appeler du dimanche, il y a vraiment une utilité aussi bien sur l'aspect santé que sportif. Merci beaucoup, Jonathan. Vous avez une dernière question ? Une dernière. C'est tout du Made in France ? Tu fais faire en France ? Tu fais fabriquer en France ? Non, je ne fais pas fabriquer en France. Et c'est from scratch ? Tu as inventé la machine complète ou tu as fait du pick-up J'ai repris des concepts. Après, voilà, je travaillais avec un docteur sur tous nos programmes, sur tous nos protocoles de récupération, de musculation. On a des entraînements explosifs. Et là, c'est vraiment pour le sportif de haut niveau. On bosse. C'est développé en France, mais c'est pas produit. On ne peut pas fabriquer aujourd'hui. J'ai pas la capacité financière à le produire en France. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas un jour ? C'est l'objectif. Après, voilà, la difficulté, je parle sans tabou, on est dans un vestiaire, la difficulté, c'est le coût de la main-d'œuvre ici. Aujourd'hui, on a analysé le truc. On devrait vendre 3 fois plus cher notre produit si on le fait fabriquer en France. Donc on est sur une gamme, prix d'achat pour le particulier à 1 500 €. C'est déjà compliqué pour le particulier de lâcher 1 500 €. Donc tu multiplies le prix par 3, c'est compliqué. Pour le professionnel, on est dans le vestiaire, je le lâche, on est à 5 000 €, ça commence à 5 000 €, on multiplie par 3, c'est pas possible. Donc voilà, on travaille ici en France, mais on produit ailleurs. Oui, on pourrait produire en France, il n'y a rien de compliqué. La technologie, je l'ai, l'application, elle est en place, il y en a 2. Tout est en place en fait. Après voilà, c'est peut-être faire des levées de fonds pour produire en France. S'il faut que ça soit du Made in France, on peut le faire. Voilà, si vous voulez accompagner Jonathan sur sa deuxième partie de vie, sur cette reconversion, vous pouvez le faire, vous pouvez l'applaudir. Merci pour ce partage.